Eh bien, je pense que les gens ont perdu leur peur de la guerre, ce qui est une énorme erreur. C'est le numéro un. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu en 1995. J'avais été envoyé à Sarajevo et j'ai fini par parcourir toute la Bosnie-Herzégovine. Après environ 35 jours, j'ai été ramené à Dayton pour aider à dessiner les cartes des nouvelles frontières pour la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, et ainsi de suite. En d'autres termes, comment résoudre cela? Et je me souviens d'avoir discuté avec un Norvégien par la suite. Et le Norvégien a dit quelque chose que les Américains disaient, que toutes sortes de gens disaient. Eh bien, vous savez, ces Serbes, Croates et Bosniaques, ils parlent tous effectivement la même langue. Il n'y a pas de différence entre ces gens. C'est ridicule. Ils sont tous effectivement les mêmes personnes. Et j'ai regardé cet homme et j'ai dit, eh bien, ils ne le pensent pas, donc ils ont le droit de voter. Et deuxièmement d'ailleurs, y a-t-il une raison particulière pour laquelle la Norvège devrait exister? Quelle est la différence entre la Norvège, la Suède et le Danemark? Pourquoi ne sont-ils pas tous un seul pays? Cela semblerait certainement avoir beaucoup de sens pour moi. Eh bien, vous pourriez imaginer que, eh bien, c'est faux. Non, non, non. Les Norvégiens sont très différents des Suédois. D'accord, très bien. Donc les Serbes, les Croates et les Bosniaques sont tous les mêmes, mais les Norvégiens et les Suédois sont fondamentalement différents. C'est le genre de, quel est le bon mot, stupidité maligne qui est répandue en Europe. La première chose est d'apprendre un peu d'humilité, respecter les opinions des autres et ce qu'ils pensent. Arrêtez de traiter ces choses comme si elles étaient sans importance. Nous faisons cela tout le temps. Nous sommes allés au Vietnam, nous n'avons pas compris ce qui s'y passait. Personne n'a compris quoi que ce soit sur le plan militaire. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, quand nous bombardions l'Allemagne et le Japon à outrance, l'amiral Leahy, qui est malheureusement peu apprécié, était l'amiral qui agissait effectivement comme conseiller militaire principal pour FDR. Il avait été chef des opérations navales. Roosevelt le connaissait depuis des années quand Roosevelt était secrétaire adjoint de la marine, et il a convoqué pendant la guerre Arnold, qui était chef des forces aériennes de l'armée et chef de toutes les forces armées, Marshall, à la Maison-Blanche. Et dans la pièce, il a eu une discussion privée. Et il a dit, c'est fin 1943, il a dit, que faites-vous en Allemagne et au Japon? Et ils ont dit, que voulez-vous dire, que faisons-nous? Il a dit, ne réalisez-vous pas que vous détruisez ces pays? Et après la fin de la guerre, nous voulons vivre avec ces gens. Vous rendez cela impossible. Et Arnold et Marshall étaient comme, de quoi parlez-vous? On nous a dit de détruire l'Allemagne et le Japon. Alors c'est ce que nous faisons. Pas de réflexion, pas de nuance. Et ce n'est pas entièrement de leur faute, car ils n'ont reçu aucune orientation des plus hauts niveaux. Roosevelt n'y a pas réfléchi. Alors voici Leahy, qui essaie de traverser ce gouffre où il n'y a aucune compréhension, pour amener ses généraux à s'asseoir et à remettre en question ce qu'ils font, et à essayer de penser à où nous voulons être quand la guerre se terminera. Maintenant, juste pour votre information, les Britanniques ont toujours compris ce qu'ils voulaient quand la guerre se terminerait, un empire plus grand. Et donc, chaque fois qu'ils avaient une conférence avec nous, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, quel était le focus? Agrandir l'empire britannique. Alors ils cherchaient tous les champs pétrolifères, tous les ports, tous les gisements de minéraux, toutes les mines. Ils avaient des cartes. Ils savaient ce qu'ils voulaient quand la guerre s'est terminée. Ils voulaient contrôler toutes ces choses. Maintenant, mon point est que personne ne pense en ces termes. Et je ne préconise pas une guerre dans laquelle nous devrions capturer les gisements minéraux d'autres personnes ou quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire.
Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici même au Canada et aux États-Unis. Le Canada est très riche en terres rares et presque tout le reste auquel vous pouvez penser. Nous devrions faire des affaires florissantes avec eux. Nous avons des choses dans notre pays que nous n'avons pas développées. Mon point est qu'il n'y a pas de réflexion. C'est un énorme manque d'imagination, un échec de l'imagination. Donc tout tourne autour de la destruction et du contrôle total, et ce n'est pas raisonnable. Cela mène au désastre. Et je pense que certes, nous sommes route où nous sommes. Mais que faites-vous avec un président comme le président Trump qui dit « Je soutiens le meurtre de masse et l'expulsion de millions de personnes de Gaza, et je me fiche du nombre de personnes tuées au Liban, et je ne me soucie pas particulièrement de la quantité de territoires syriens qu'Israël saisit et contrôle. Et d'ailleurs, s'ils veulent prendre le Sinaï et avancer vers le canal de Suez, je ne vais pas les arrêter. » Eh bien, Monsieur le Président, vous avez alors beaucoup de problèmes. Pourquoi sommes-nous impliqués dans tout cela? Cela n'a aucun sens. Nos intérêts ne sont pas servis par le projet du Grand Israël. Qu'est-ce qui nous intéresse dans la plupart du monde la plupart du temps? La stabilité et la prospérité. Nous voulons faire des affaires, nous voulons du commerce, c'est ce que nous avons historiquement fait de mieux. Mais nous ne sommes même plus intéressés par cela. Je pense que le moment unipolaire a pu nous rendre paresseux et ignorants de la stratégie. Parce que, sous cet angle, nous sommes tous devenus un peu comme les Britanniques en termes de maximisation du pouvoir. La seule source de stabilité est l'hégémonie. Et étant donné que notre hégémonie fait avancer la démocratie libérale, cela la rend également vertueuse et toute opposition essentiellement maléfique à détruire. Donc, nous n'avons plus vraiment beaucoup de réflexion stratégique. Mais juste pour conclure, en revenant aux négociations, voyez-vous une voie ou une possibilité diplomatique pour mettre fin à cette guerre? Parce que beaucoup de gens soulignent que Zelensky est dans une position très difficile. S'il fait des concessions, les nationalistes ou les fascistes le feront tuer. S'il ne fait pas de concessions, l'Ukraine sera détruite. En même temps, quelles autres concessions les Russes seraient-ils prêts à faire, étant donné qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle et qu'ils gagnent effectivement? Y a-t-il donc réellement un point de rencontre, ou cette guerre doit-elle se terminer sur le champ de bataille? Je sais que cela semble un peu cru et brutal, mais comment évaluez-vous cette situation? Eh bien, deux choses. Parfois, les guerres se terminent lorsqu'une guerre civile éclate dans l'une des nations. En fin de compte, nous avons eu une paix soudaine en novembre 1918, et c'était à cause des troubles à l'intérieur de l'Allemagne elle-même. Il y avait cette préoccupation que l'Allemagne pourrait être détruite si elle ne mettait pas fin à la guerre en raison des troubles sociaux et politiques à l'intérieur du pays. Je pense que, franchement, vous pourriez voir quelque chose de similaire en Ukraine, mais tragiquement, tant de millions d'Ukrainiens sont partis, et il n'en reste pas tant que ça pour la taille du pays. Je ne sais pas si c'est même possible. Donc, vous savez, normalement, je penserais que quelqu'un comme Zelensky serait écarté par son propre pays et remplacé par quelqu'un d'autre qui comprend que c'est le moment de trouver une solution et de sauver le pays. C'est donc un exemple. Vous savez, j'essaie de trouver une autre façon de voir cela qui serait utile. Et je pense qu'il faut remonter jusqu'à Eisenhower dans les années 50. Si Eisenhower était le président des États-Unis et que votre premier ministre venait dire « Nous sommes d'accord avec vous, la Russie est un terrible danger et la Russie doit être arrêtée, etc. » Eisenhower sourirait et dirait « Eh bien, la Russie n'a pas envahi, n'est-ce pas? La Russie ne vous a pas attaqué, n'est-ce pas? Y a-t-il des preuves que les Russes prévoient de le faire? » Et les réponses, je pense, seraient non.
Et donc Eisenhower dirait, vous savez, si j'étais norvégien et que je bordais la Russie, une nation de 140 millions d'habitants, et que je n'avais que 5 ou 6 millions de Norvégiens, j'essaierais de trouver un moyen de m'entendre avec mon voisin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Eisenhower était un grand défenseur de la neutralité. Il était ravi lorsque l'Autriche est devenue neutre, parce qu'il n'arrêtait pas de dire à tous ceux qui voulaient bien l'écouter du côté militaire, « Nous ne pouvons pas tout défendre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous n'avons pas les forces suffisamment grandes pour défendre ces endroits. Donc nous devrions neutraliser plus de pays. » Il aurait été fondamentalement opposé à l'élargissement de l'OTAN parce qu'il disait « C'est fou. Comment pouvons-nous défendre la Roumanie? Comment pouvons-nous défendre la Bulgarie? Comment pouvons-nous défendre le littoral baltique? » Nous ne pouvons pas. Je veux dire, c'est un peu comme agiter un chiffon rouge devant votre adversaire potentiel. Donc vous avez raison, il doit y avoir une certaine rationalité. Mais nous avons affaire à des médias et des militants politiques, des lobbies, qui sont là pour poursuivre leur agenda avec nos ressources, nos forces, tout cela au détriment de nos intérêts stratégiques. Donc vous devez vaincre cela chez vous, tout comme vous devez vous débarrasser de Zelensky et arrêter cette guerre avant que davantage de territoires ne soient perdus, ce qui, je pense, est maintenant inévitable. Mais personne ne semble savoir comment le faire. Je veux dire, en ce moment, si vous êtes assis là à Moscou, que vous êtes le chef de l'état-major général, où voudriez-vous être lorsque la guerre en Ukraine se termine? Je pense que je voudrais être sur la ligne du fleuve Dnieper, parce que c'est une position défensive naturelle. Vous savez, ça vous offre un certain degré de sécurité dans une zone plus large. Ensuite, vous pouvez débattre de l'opportunité de prendre Odessa. Je sais que les Russes aimeraient le faire parce qu'historiquement, c'est pas ukrainien, c'est russe. Mais ils peuvent décider que cela pose plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la réflexion. Kharkiv en est un autre. Je pense que les Russes insisteront là-dessus. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement ce qui se passe. D'un point de vue purement militaire, si je conseillais en tant qu'officier général dans l'armée russe, je dirais, Monsieur le Président, arrêtons-nous à la ligne du fleuve. Tenons cette position et faisons-en la limite finale de l'avancée. Si nous avons encore des problèmes, nous pouvons toujours la franchir et marcher plus à l'ouest. Mais ce serait mon objectif, et il y a de fortes chances que cela puisse être accepté. Cela signifie que les Russes, s'ils décident de se retirer et d'abandonner une partie pour une raison quelconque, peuvent le faire. Je veux dire très franchement, ils n'ont pas besoin de contrôler tout ce territoire. Mais ce qu'ils doivent s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas de force ukrainienne ou étrangère du côté est de la ligne du fleuve, je suppose. Eh bien, j'aimerais qu'il y ait un renouveau de la réflexion stratégique. Eh bien, vous enseignez, vous êtes professeur, sortez et enfoncez cela dans la tête des gens. Dites aux gens de maîtriser leurs émotions. C'est notre problème. Tout est émotion. Rien n'est raisonné. Oh, je suis d'accord. Au moins dans ce pays, pendant la guerre froide, ils avaient l'habitude d'équilibrer la dissuasion avec l'apaisement. Donc ne mettez pas les Américains ou les Britanniques dans le Nord. Mais maintenant, vous savez, l'apaisement signifie que vous devez reconnaître que les Russes ont des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Ce qui est, oui, de l'apaisement maintenant. Donc, vous ne pouvez même pas reconnaître leurs préoccupations en matière de sécurité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir d'apaisement, ce qui signifie que le seul instrument dans la boîte à outils est la dissuasion. C'est pourquoi nous construisons maintenant des bases américaines sur notre sol. Nous allons faire de l'Arctique une ligne de front contre les Russes. Encore une fois, la diplomatie,
Nous avions l'habitude de dire dans tous les conflits, au moins commencer à parler. Maintenant, la diplomatie est aussi de l'apaisement et dangereuse. En effet, des concessions ou même des négociations seraient une récompense pour Poutine. Donc nous ne pouvons même plus parler. Je pense que la raison a disparu. C'est ma principale préoccupation. Oui, non. Je pense que vous avez raison. Juste une dernière anecdote qui pourrait bien éclairer ce problème pour nous tous. J'ai eu le privilège d'écouter un appel téléphonique qui a eu lieu entre le secrétaire à la Défense Bill Perry en 1995 lors de ces discussions et des conseillers militaires de haut rang. Et ce qu'il leur a dit à l'époque, j'étais un lieutenant-colonel promouvable. Je n'étais pas encore devenu colonel à part entière. Il leur a dit, écoutez, aucun accord n'est mieux qu'un mauvais accord. En d'autres termes, ne signez aucun accord de paix de quelque nature que ce soit, à moins qu'il n'ait du sens. Deuxièmement, nous ne voulons aucun résultat territorial qui inclut des corridors d'encens. En d'autres termes, nous ne voulons pas revivre cela. Et enfin, nous ne voulons rien qui engage les forces terrestres américaines pour plus de quelques mois dans les Balkans. Je pensais que le secrétaire Perry avait 100% raison. Vous n'avez pas besoin d'être démocrate ou républicain pour apprécier l'intelligence et le point de vue d'un homme comme ça. Il a été un bon secrétaire à la Défense. Maintenant, malheureusement, il n'a pas été écouté. Et finalement, malgré nos meilleurs efforts pour éviter ce qu'on appelle l'affaire du corridor de Danzig, nous avons fini par avoir quelque chose de similaire qui s'étend jusqu'à Srebrenica, l'autoroute de la République bosniaque jusqu'à Srebrenica. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par avoir un fort permanent là-bas au Kosovo, et nous avons toujours une présence militaire européenne dans les Balkans, pas beaucoup en termes américains, mais nous sommes coincés dans ce camp Bondsteel au Kosovo. Donc nous devons revenir à l'essentiel. Et encore une fois, tout cela découle d'un échec à apprécier nos limites. Et c'est un énorme problème pour les États-Unis. Si vous écoutez le président Poutine, chaque fois qu'il parle, il est très clair qu'il voit des limites au pouvoir, aux capacités et aux intérêts russes. Cet homme n'est pas un imbécile, et il comprend que l'objectif est de mettre fin à cela et de revenir à la construction de la prospérité et du commerce. Alors, quand vous demandez, que va-t-il finalement faire? Il a déjà prononcé un grand discours à ce sujet devant tous les économistes et industriels en Russie. Et il a dit, oubliez l'Occident. Vous savez, nous ne pouvons compter sur personne là-bas pour se ressaisir et se comporter de manière rationnelle. Donc nous allons nous concentrer en interne et nous allons nous tourner vers l'Est et le Sud pour développer nos relations commerciales là-bas. Il nous a donc déjà en quelque sorte rayé de la carte, vous savez, avec un pied dans l'asile de fous. Et je ne pense pas qu'il ait tort, je pense qu'il a raison. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui réfléchit. Tout est émotion.